Aujourd'hui, à Parlons éthique, nous recevons Alison Marchildon, professeure agrégée au département de philosophie et d'éthique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Elle est également co-responsable de l'axe éthique, gouvernance et démocratie de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique, connu sous l'acronyme OBVIA. Elle siège au comité de direction de la revue Éthique publique et est aussi chercheur associé à l'Institut d'éthique appliquée, l'IDEA, de l'Université Laval. Alison Marchildon nous parle des certifications éthiques et plus particulièrement des certifications de commerce équitable. Il est parfois difficile de s'y retrouver. Il existe des dizaines de certifications équitables qui n'ont pas toutes la même approche, les mêmes critères ou objectifs entre autres. En plus, diverses organisations peuvent certifier les produits, les entreprises ou les processus, et les certifications sont à la croisée de plusieurs domaines comme l'économie, l'éthique, la santé, l'écologie, etc. Alors Alison nous permet de démêler tout ça. On parle des effets que les certifications peuvent avoir sur les populations qu'elles visent à aider. D'ailleurs, Alison est allée elle-même en Amérique centrale pour rencontrer certains producteurs et voir les effets que les certifications ont sur eux concrètement. N'oubliez pas de vous abonner et de liker les émissions si vous les appréciez, et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Bonjour Madame Marchildon, bienvenue à Parlons éthique. Merci. Vous allez nous parler de certifications éthiques aujourd'hui, et particulièrement des certifications de commerce équitable. On entend parfois qu'il y a un aspect marketing derrière ces certifications-là, il y a comme une méfiance, on dirait des fois, envers ces certifications. On soupçonne bien que l'acte de certifier est complexe. Mm-hmm. À quel niveau se situe votre expertise par rapport à tout ça? En fait, je dirais d'abord et avant tout que c'est un intérêt pour ce sujet-là qui m'a amené à faire des recherches là-dessus. C'était justement, en fait, comme chercheur en éthique, je me suis mis à me questionner sur ces certifications qui se multiplient depuis les dernières décennies. On voit vraiment de plus en plus de certifications disponibles pour toutes sortes de choses, pour la qualité, est-ce qu'on a utilisé des animaux, est-ce que les ingrédients sont biologiques, etc., etc. Donc, on voit ça se multiplier et de plus en plus, il y a certaines certifications qu'on va même qualifier de certifications éthiques. Donc, comme chercheur en éthique, ce qui m'interpellait, c'était de voir, qu'est-ce que ça veut dire, ça, certifier l'éthique? Puis est-ce qu'on peut certifier l'éthique? Parce que ça me semblait assez gros comme affirmation, comme si on donnait une approbation du fait qu'un produit ou un processus a été éthique. Ça me semblait assez chargé et je trouvais qu'il était important, comme chercheur en éthique, d'aller se poser des questions justement là-dessus. Donc, la question de la multiplication des certifications et aussi de façon parallèle, un certain scepticisme aussi grandissant des consommateurs face à ces certifications-là, dont on ne sait pas toujours ce qu'elles veulent dire, on ne sait pas toujours exactement quels sont les critères qui sont utilisés, est-ce qu'on peut vraiment s'y fier? Donc, il y avait toutes sortes de questions, toutes sortes d'enjeux reliés donc aux certifications de façon générale et encore plus spécifiquement à la question de dire, quand on dit une certification éthique ou que quelque chose est éthique, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je dirais que c'était ces deux volets-là qui m'intéressaient beaucoup dans la question des certifications. C'est pas clair, en fait, qu'est-ce qu'on veut dire par certification éthique. Pour certains, ça va être assez large, puis le fait de certifier une qualité ou un attribut a, à la limite, une dimension éthique, parce qu'on vient évaluer la valeur de quelque chose. Donc, il y a une dimension nécessairement éthique à ça. Je dirais que on trouve pas de définition spécifique de qu'est-ce que ça veut dire une certification éthique. Mais si on regarde de la façon dont c'est utilisé, on peut en déduire que, en général, on va utiliser le qualificatif éthique dans une certification ou un processus comme ça quand, en fait, on est en train de dire qu'il y a certaines pratiques qu'on considère qui ne sont pas adéquates, qui ne sont pas acceptables, et on est en train, dans le fond, de certifier que ces pratiques-là n'ont pas eu lieu. Donc, il n'y a pas eu de travail des enfants, il n'y a pas eu d'exploitation, on n'a pas utilisé donc des processus qui sont dommageables pour l'environnement, par exemple. Donc, c'est beaucoup la façon dont on va utiliser le qualificatif éthique. Donc, ça, c'est une façon de voir. C'est intéressant, par exemple, dernièrement, McDo a justement annoncé qu'ils avaient maintenant du café qui provient de sources éthiques.
Donc ça, c'est intéressant de se poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Mais quand ils disent ça, dessous, on trouve un sceau, hein, le sceau de la Rainforest Alliance, qui est une sorte de certification. Là, il faut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire? Éthique a le dos large parfois, et c'est vraiment là-dessus, je pense, qu'il faut s'intéresser. Parce que, est-ce qu'à partir du moment où on certifie une qualité quelconque, est-ce que c'est éthique ou pas? C'était vraiment là-dessus que je voulais me pencher, parce que je sentais qu'on utilisait peut-être le mot éthique dans le cas des certifications, comme on utilise le mot éthique d'ailleurs, de façon générale, de différentes façons. Et c'est vraiment ça aussi que j'ai trouvé à travers mes recherches. En fait, je me demandais, est-ce qu'il y a différents types d'objets? Parce qu'on parle beaucoup de nourriture. Mm-hmm. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi des vêtements, mais j'ai l'impression que c'est assez restreint quand même. Est-ce que ça va plus large qu'on s'imagine? Ou... Ben, en fait, la question de certifier, je veux dire, on peut certifier plusieurs choses. Et là, il y a différentes catégories d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant. Là, il y en a qui vont dire, ben, est-ce qu'on est en train de certifier un produit, un processus, une entreprise? Donc, il y a différentes approches de certification. Et ça, je pense que c'est important aussi quand on va essayer de comprendre ce que ça veut dire une certification éthique. Ces distinctions-là sont importantes. Par contre, je pourrais en reparler tout à l'heure, à travers mes recherches, en fait, c'est un autre critère que je vais proposer, en fait, pour faire les distinctions entre les différentes certifications, parce qu'effectivement, là, si on se met à dire, bon, c'est une certification environnementale, c'est une certification alimentaire, c'est une certification religieuse, là, on fait des distinctions entre quel type de produit ou quel secteur est visé. Si on dit un produit versus un processus versus une entreprise, là, on est plus sur un peu l'objet ou qu'est-ce qu'on est en train de certifier. Donc, il y a plusieurs catégories comme ça qu'on peut utiliser. À travers mes recherches, j'ai pris le cas spécifique des certifications de commerce équitable, plus spécifiquement parce qu'il me semblait justement qu'il y avait là quelque chose d'intéressant au niveau des certifications éthiques, parce qu'on nous parlait justement d'un aspect social, un peu de l'aspect environnemental aussi, on allait parler d'un prix juste, donc on allait utiliser vraiment beaucoup de termes ou d'attributs, en fait, qui pouvaient se situer dans le giron de l'éthique, alors qu'effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, si on dit un aliment, on va aller certifier qu'il n'y a pas d'OGM dedans, par exemple. Bon, ben, c'est une qualité qu'on peut vérifier, hein. C'est sur des données plus, des fois, factuelles, alors que quand on est dans l'éthique, on est dans quelque chose, parfois, de un peu plus intangible. Donc, d'où la plus grande difficulté encore d'aller mettre des paramètres pour dire, ben, est-ce que le produit, le processus, l'organisation correspond à ces critères-là ou pas. Donc, bref, il peut y en avoir dans toutes sortes de domaines, sur toutes sortes de produits. Moi, je me suis intéressée donc aux certifications de commerce équitable et là, il y a plusieurs produits différents, effectivement, qui peuvent être certifiés. Donc, autant au niveau alimentaire, hein, on pense entre autres au café, évidemment, c'est probablement le premier qui nous vient à l'esprit quand on parle de commerce équitable. Il y a aussi le chocolat, mais il va y avoir d'autres denrées alimentaires aussi. On peut parler de riz, de quinoa, de sucre, donc toutes sortes de matières premières comme ça. Le thé va parfois l'être aussi, mais on va aussi aller dans les produits comme les vêtements, l'artisanat, par exemple. Maintenant, il faut regarder, en fait, au-delà du produit lui-même, l'approche de certification qui est proposée par les différents labels. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que dans un contexte où il y a une multiplication des certifications, ben, il faut se poser la question, qu'est-ce que chacune veut dire? Ça complexifie beaucoup la tâche pour le consommateur, et c'est dans ce sens-là, je pense que autant les chercheurs, on a un rôle à jouer pour aller aider à comprendre, dans le fond, les différents tenants et aboutissants de ces différentes certifications-là. Et éventuellement aussi, il faudra réfléchir le rôle d'autres acteurs. Par exemple, l'État. Est-ce qu'on veut que l'État soit là, par exemple, pour venir faire des distinctions ou nous donner des indications quant à ces différentes certifications-là? C'est déjà le cas dans certains domaines, par exemple pour les certifications biologiques. Ici, au Canada et au Québec d'ailleurs, l'État vient nous dire qu'il y a certains labels qui rencontrent les standards du bio qu'on s'est fixé ici au Canada et au Québec. Donc, il n'y a pas ça à l'heure actuelle pour le commerce équitable.
Mais il y a un important besoin, en fait, de comprendre ces distinctions-là, surtout depuis qu'il y a, depuis quelques années, de plus en plus de certifications qui occupent ce terrain-là. Les certifications qui ne sont pas délivrées par l'État, justement, c'est qui certifie? En fait, plusieurs de ces certifications-là ne sont pas encadrées par l'État. Donc, on parle, c'est ce que certains chercheurs vont appeler la régulation privée. Donc, ce sont des initiatives qui vont relever de la société civile, d'organismes multipartites, d'ONG, par exemple, ou d'organisations privées qui vont décider de mettre en place un processus de certification, souvent parce qu'on identifie un besoin à cet égard-là. Donc, dans le cas du commerce équitable, ce qui est intéressant, c'est que ce sont beaucoup des certifications qu'on va appeler bottom-up, c'est-à-dire qui émergent beaucoup du terrain, donc qui viennent, dans le fond, d'acteurs sur le terrain qui ont réalisé que ça pourrait être intéressant, en fait, d'avoir quelque chose pour encadrer leurs pratiques et pour être capable de donner une garantie aux acheteurs, aux consommateurs, que leurs produits rencontraient certains standards ou certaines exigences. Donc, c'est pas l'État qui est arrivé en disant « vous devez rencontrer tel critère ». Ce sont vraiment des mouvements de la base qui se sont mis à pratiquer le commerce autrement et qui, éventuellement, les certifications se sont développées. Par la suite, là, on a vu d'autres démarches de certification arriver qui, elles, ont plutôt été proposées par des organisations et pour aller chercher l'adhésion de producteurs, par exemple. Donc là, on était moins dans le mouvement bottom-up, mais on était plus dans une approche où il y avait des organisations qui proposaient des standards et qui disaient, ben écoutez, si vous voulez pouvoir utiliser notre label, ben à ce moment-là, voici les critères que vous devez rencontrer. Donc, on voit encore là qu'il y a plusieurs logiques de certification. Des fois, ce sont les acteurs eux-mêmes qui ont décidé de proposer, dans le fond, de dire, ben nous, on pratique le commerce de cette façon-là, et de ça, on voudrait dériver, dans le fond, un genre de cahier de charge pour dire, ben ceux qui le pratiquent rencontrent vraiment ces standards-là, alors que dans d'autres cas, ben là, on a vu qu'il y avait peut-être justement un besoin pour ce genre de certification-là et il y a des organisations qui sont arrivées avec des critères à respecter et auxquels certains acteurs, donc, ont choisi de se conformer pour pouvoir utiliser le label parce qu'évidemment, ben, à partir du moment où on a un label, on a une certaine reconnaissance aussi de la part des acheteurs, de la part des consommateurs parce qu'on est en train de donner une garantie. Dans une économie relationnelle où on connaît ceux de qui on achète. On va au marché, on rencontre le producteur, on achète directement de lui. On est capable de connaître un petit peu plus la façon dont il produit, où il s'approvisionne pour ses matières premières. Mais dans un commerce globalisé qui se fait à l'échelle planétaire, où, en général, quand on consomme un café, le café vient en général, surtout quand on est du Nord, il vient d'assez loin. Donc, on ne sait pas exactement d'où ça vient, comment ça a été produit. Donc là, il y a un intérêt pour ces certifications-là de venir faire une certaine médiation et de venir donner une certaine garantie que le produit ou le processus a rencontré certains critères. Et là, tu parles de garantie et tu dis qu'il y a plusieurs types de certifications, il y a plusieurs labels différents. On dirait que j'ai l'espèce de crainte que j'ai. Qui est-ce qui va donner la certification qui semble bien, mais qui fait le moins de bien possible dans le monde? Et qu'il y aurait peut-être des fausses certifications qui pourraient être vraiment payantes pour des organismes qui induisent en erreur les différents consommateurs. C'est sûr que ça, ce sont des enjeux importants au niveau de la certification. Tu posais un petit peu tout à l'heure la question, qui va certifier dans le fond ces organismes-là? Qui va s'assurer que ce qu'ils font ou ce qu'ils sont en train de nous certifier a de la valeur? À un moment donné, il y a la question qui se pose de la multiplication des instances de surveillance. Il y a, par exemple, des organisations qui sont à un niveau plus large, qui se sont donnés comme objectif justement d'aller certifier les certificateurs ou de démontrer que les certificateurs ont des processus qui sont à la hauteur de ce qu'on attend. Il y a un organisme qui s'appelle iSeal qui tente de faire ce genre de travail-là.
Mais évidemment, encore là, du point de vue du consommateur, tout ça est assez mélangeant. C'est pour ça que tranquillement, il y a certains États en matière de commerce équitable, je reviens au commerce équitable parce que c'est ce sur quoi je fais de la recherche, qui commencent à se poser la question, mais est-ce qu'on devrait intervenir? Est-ce qu'on ne devrait pas justement venir baliser en disant il y a certaines certifications qui sont plus intéressantes que d'autres ou qui ont des standards plus élevés que d'autres, par exemple. Donc, la France est en train de se poser ces questions-là et on est en train de mettre en place un cadre réglementaire. On est en train de l'étudier justement dans le cadre de notre nouvelle recherche qu'on débute en ce moment. L'Équateur aussi a fait des choses intéressantes à cet égard-là. Donc, pour venir encadrer l'économie sociale et le commerce équitable. Donc, à la fois pour venir encadrer les certifications, mais aussi pour favoriser ce type d'initiative-là par le bas. Donc, il y a différentes instances comme ça qui s'en mêlent un peu. Et il y a aussi des organismes qui sont encore là de la société civile. Vous avez un organisme, par exemple, en France, qui s'appelle Commerce équitable France et qui se prépare à sortir la 2e édition de son guide des certifications équitables et qui vient faire une revue assez approfondie, en fait, des différentes certifications et qui vient de faire des distinctions en disant, voici ce qu'on considère comme des certifications de commerce équitable et en voici d'autres qu'on va appeler des certifications de développement durable, par exemple, mais qu'on ne qualifierait pas de commerce équitable, même si ça peut sembler, à première vue, en tout cas pour le consommateur, assez semblable. Donc, par exemple, la petite certification que McDo a sur son café, pour cette ONG-là, ce n'est pas une certification de commerce équitable, mais c'est une certification de commerce durable. Là, il y a des distinctions à faire, mais évidemment, ça prend pour le consommateur un effort supplémentaire pour aller justement s'informer. Donc, c'est un des objectifs, je dirais, de nos recherches, c'est d'aller essayer de faire mieux comprendre, d'aider à comprendre les différences entre ces différentes démarches-là. Et ce qu'on constate en faisant de la recherche sur le terrain, parce que pour nous, c'est très important, en fait, de faire des recherches où est-ce qu'on va rencontrer sur le terrain les acteurs du commerce équitable, les producteurs, entre autres, qui sont au bout de la chaîne complètement, mais aussi les différents acteurs qui interviennent à différents moments de la chaîne de commerce équitable. Ça peut être les acheteurs, ça peut être les distributeurs, ceux qui font la promotion d'ici du commerce équitable. Donc, pour aller essayer de comprendre la dynamique de chacune des certifications et qu'est-ce qui les distingue. Et c'est sur cette base-là que, en fait, nos recherches nous ont amené à voir qu'il y a plusieurs enjeux. On en mentionne depuis tout à l'heure différents enjeux relatifs aux certifications éthiques et plus spécifiquement aux certifications de commerce équitable. Mais fondamentalement, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y avait un enjeu qui était à la fois un enjeu éthique et politique, qui était majeur, c'est-à-dire la question du pouvoir. Qui a le pouvoir et comment ces certifications-là distribuent ou redistribuent le pouvoir entre les acteurs? Donc, par rapport à cet enjeu du pouvoir qui est assez central dans les certifications de commerce équitable, on a pu voir que l'approche est ici assez différente, ou en tout cas peut être assez différente de ce qu'on entend plus traditionnellement ou habituellement par la notion de certification éthique, dans le sens où on aurait un ensemble de principes, de règles, de normes qui doivent être respectées, qui vont nous assurer qu'il y a certaines pratiques qu'on considère inacceptables qui ne seront pas pratiquées justement pour produire le produit, le bien ou le service, et où est-ce qu'il y aura sanction si jamais il y avait utilisation d'une pratique comme celle-là. Cette façon-là de voir habituellement les certifications éthiques, on la retrouve un peu moins dans les certifications de commerce équitable. En fait, ce qui est intéressant avec les certifications de commerce équitable, c'est qu'on n'est pas seulement dans cette logique de contrôle-là. Évidemment, il y a un ensemble de règles et de normes à respecter, et les acteurs doivent pouvoir s'y plier pour qu'on puisse dire, oui, vous rencontrez ces règles-là et ces exigences-là, vous n'avez pas ces pratiques inacceptables qu'on ne veut pas avoir. On est aussi dans une logique où est-ce qu'on va tenter de les aider, en fait, à développer ce qu'on pourrait appeler une capacitation.
Capacitation, c'est le mot que j'utilise pour traduire le mot empowerment, avec lequel on est peut-être plus familier, qui veut dire donner du pouvoir à quelqu'un, hein? Donner du pouvoir à quelqu'un pour que cette personne-là soit capable d'avoir un certain contrôle sur ce qu'elle fait, hein, sur ses pratiques, sur ses décisions, par exemple, sur ses conditions d'existence aussi. Donc, ce qu'on voit dans les certifications de commerce équitable, c'est qu'on n'est pas dans une logique exclusivement de contrôle, hein, où est-ce qu'on dit, ces acteurs-là, potentiellement, peuvent avoir des pratiques qui ne sont pas acceptables et donc on veut les surveiller, comme le ferait la loi, mais on est aussi beaucoup dans une logique où est-ce qu'on dit, en fait, on est devant des acteurs qui, à la base, ont pas beaucoup de pouvoir, ont pas beaucoup de ressources ou d'outils, et on veut les aider à acquérir ces outils-là et ces capacités-là pour être capable justement d'entrer dans une relation commerciale qui va être plus équitable. Donc, on n'est pas seulement en train de dire le commerce équitable, c'est de donner un prix juste, hein, un prix X, Y, Z, et si on remplit ces conditions-là, on est équitable, hein, on a fait ce qu'on avait à faire. On est plus dans une logique beaucoup plus large où est-ce qu'on va dire, l'équité, oui, ça passe effectivement par un prix juste. On fixe un certain prix ou en tout cas, on s'assure qu'entre le producteur et l'acheteur, ce prix juste-là est discuté et convient aux deux parties, notamment au producteur qui est la partie qui a a priori moins de pouvoir de négociation. Mais on va plus loin que ça en donnant aussi des outils à ces acteurs-là pour être capable de prendre une place plus importante dans la relation commerciale, hein, pour être capable de développer des capacités qui vont être à la fois techniques, mais qui vont aussi devenir des capacités qu'on pourrait appeler organisationnelles, des capacités de gestion, des capacités donc éventuellement qui vont devenir des capacités sociales et politiques. Donc, on va capaciter les acteurs pour qu'ils soient en mesure donc de produire en adoptant des pratiques qui vont être plus soutenables au point de vue environnemental, qui vont être plus intéressantes aussi sur le point de vue humain, qui vont aussi éventuellement leur amener un revenu plus intéressant, mais pas en se limitant seulement à donner un prix un peu plus élevé, hein, mais aussi en fournissant tout un ensemble de capacités à ces acteurs-là. Donc, je vais vous donner quelques exemples, hein, parce que pour favoriser cette capacitation-là, donc le pouvoir de ces acteurs-là, qui à la base ont très peu de pouvoir, ça prend différentes conditions. Hein, donc, si on regarde, par exemple, les certifications, il y a différentes parties du processus de certification qu'on peut regarder et comment on peut voir comment ils vont favoriser, dans le fond, cette plus grande capacitation-là quand on va mettre en place des règles, hein, sur la certification équitable. Est-ce qu'on va seulement imposer des règles auxquelles les producteurs doivent se plier ou est-ce qu'on va, par exemple, impliquer les producteurs dans la définition de ces règles-là ou dans la révision de ces règles-là? Donc, est-ce qu'on va exercer avec eux un certain pouvoir qui va leur donner aussi à eux plus de pouvoir d'agir? Donc, leur donner la possibilité, par exemple, de dire, si vous nous imposez telle règle-là, ça va avoir tel effet. Et pour nous, ça peut être problématique et ça nous permettra pas, par exemple, d'atteindre les objectifs qui nous sont demandés ou qui nous sont fixés, ou ça va être très difficile dans notre contexte, par exemple. Donc, ça va être de mettre en place différents mécanismes qui vont permettre aux producteurs de participer au processus de certification. Donc, que ce soit à la mise en place des règles, que ce soit de participer aussi dans tout le processus de vérification. Et là, encore là, une certification, on pourrait dire, notre processus d'audit, hein, on va arriver, on va faire des audits surprises, on va vous évaluer. Donc, au niveau, par exemple, des processus de vérification, des certifications de commerce équitable, il y a différentes façons aussi de le faire, ce processus de vérification-là. Donc, on peut se limiter à un processus de vérification, hein, où est-ce qu'on va cocher des cases, hein, où est-ce que l'auditeur arrive sur place, va observer ce qui se passe et va cocher, hein, si l'entreprise, le producteur répond aux exigences et on va cocher par oui ou non.
Par contre, il y a des processus de vérification ou d'audit qu'on va qualifier de plus participatifs. Et c'est ce que certaines certifications sont en train de tenter de développer. C'est le cas, par exemple, du World Fair Trade Organization, qui est une des certifications de commerce équitable, ou une des organisations, je devrais dire, de commerce équitable, qui, depuis peu, a mis sur pied un label ou un processus de vérification. Et eux tentent de développer une logique d'audit, de vérification qui serait plus participative, donc qui serait moins intimidante pour les producteurs qui se font auditer et où est-ce qu'ils auraient la possibilité de s'exprimer. Donc, où est-ce qu'on leur pose des questions, où est-ce qu'on peut discuter avec eux, où est-ce qu'ils peuvent montrer comment ils travaillent, expliquer pourquoi ils travaillent de cette façon-là, par exemple. De la même façon, il y aura discussion sur la façon dont les prix sont fixés, par exemple. Donc, comment est-ce que le prix est fixé entre le producteur et les acheteurs, par exemple? Est-ce qu'il y a eu justement un dialogue autour de ça? Est-ce qu'on s'est assuré que le prix qui a été fixé convenait aux deux parties? Donc, ce sont toutes des façons de faire qui peuvent amener justement une plus grande participation des différents acteurs, notamment les acteurs qui font l'objet de l'audit ou de la vérification et qui veulent obtenir un label de commerce équitable et qui peuvent avoir des effets intéressants sur ces acteurs-là, donc des effets de capacitation. Ça, ce sont des exemples que je vous donne là. Il n'y a pas de pratique qui va nécessairement garantir une certaine capacitation. Donc, un autre travail qu'on doit faire comme chercheur, c'est d'aller voir quelles pratiques dans la certification ont quel effet concret. Parfois, il peut arriver que certaines pratiques dont on pourrait prédire un certain effet, vont avoir un effet concret qui va être différent. Donc, c'est important d'aller aussi sur le terrain, d'aller rencontrer les acteurs du commerce équitable pour comprendre quel est l'effet réel pour eux. Est-ce qu'il y a véritablement un effet capacitant? Donc, dans nos recherches, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait certaines pratiques, justement, qui étaient capacitantes. On n'est pas en train de dire que toutes les pratiques ou tous les aspects des certifications équitables sont nécessairement capacitants. Évidemment, il y a la mise en place de règles, il doit y avoir un certain contrôle. On exerce un certain pouvoir sur ces acteurs-là à travers le processus de certification. Mais la question, c'est quel niveau de pouvoir est-ce qu'on est en train d'exercer? Est-ce qu'on est vraiment dans une logique de contrôle? Ou est-ce que l'acteur qui cherche à obtenir la certification a très peu de pouvoir dans ce processus-là et doit tout simplement se conformer? Et là, on est dans une logique plus traditionnelle qu'on entend en éthique ou en philosophie morale, en fait, une approche que j'appellerais moraliste un petit peu de l'éthique, qui est celle de dire, il faut se conformer à des critères. L'éthique n'est pas seulement d'avoir un comportement demandé ou déterminé à l'avance, mais qui est aussi un processus, qui est un processus relationnel, qui est un processus interactionnel, où est-ce que ensemble les différentes parties peuvent discuter et essayer d'identifier quelles sont les pratiques qui sont les plus susceptibles d'amener au résultat qu'on veut obtenir. Quelles sont les valeurs qu'on doit mettre de l'avant et à quelles pratiques ça va donner lieu pour que, justement, les acteurs puissent entrer dans une relation, dans ce cas-ci, de commerce équitable. Donc, on voit qu'on ne se limite pas à un critère qui est celui de fixer un prix qui serait juste et qui, par ailleurs, peut être le même pendant un certain temps et qui ne sera pas nécessairement toujours révisé au fur et à mesure où les conditions des producteurs ou du marché évoluent, mais où est-ce qu'il y a justement quelque chose de plus. Donc, il y a des pratiques qui vont permettre une plus grande capacitation des producteurs, que ce soit au niveau de leur capacitation technique, quand ils produisent, quand ils vont produire et récolter leur café, leur chocolat, cacao, ou la façon de gérer leurs organisations de producteurs. Et ça, c'est un autre aspect très intéressant. Certaines certifications de commerce équitable vont avoir dans leurs critères que les producteurs soient organisés de façon démocratique. A priori, donc, ça semble être une exigence qui demande tout simplement qu'on se conforme à ça, mais il y a derrière ça un effet capacitant important dans la mesure où quand on demande aux producteurs de s'organiser de cette façon-là, ils développent
des compétences démocratiques de prise de décision, ils vont s'impliquer beaucoup plus dans la gestion de leurs activités. Et là, il y a un effet capacitant intéressant. Via les différentes certifications qui existent, le consommateur peut, d'une certaine manière, intégrer comme ses valeurs, que ce soit des valeurs alors éthiques, culturelles, religieuses ou peu importe, mais il peut réintégrer ces valeurs dans le commerce. Fait qu'il y a aussi tout ce dont vous avez parlé par rapport à la capacitation, etc., des organismes et des processus, etc., c'est très intéressant, mais en plus, je trouve que par rapport aux consommateurs même, on a plus d'impact. Mais je pense que tu as raison à cet égard-là. Le but des certifications, c'est effectivement de venir donner un certain empowerment aussi au consommateur, hein, parce qu'on veut lui donner plus d'informations, on veut qu'il puisse choisir en fonction de ses valeurs. Hein. C'est comme un peu, maintenant on est obligé d'avoir toujours l'information nutritionnelle sur tous les aliments qu'on achète, ben, c'est pour qu'on soit plus en mesure de prendre nos décisions. Mais les certifications, c'est un peu ça, c'est qu'on est en train de nous dire, ben, on va vous donner certaines informations et en fonction de vos valeurs, vous pourrez rechercher certaines certifications qui correspondent aux valeurs que vous recherchez. Donc, effectivement, je pense que c'est un des objectifs de ces certifications-là. Mais je pense que ce qu'il faut faire attention, c'est que ça ne doit pas se limiter qu'à ça. Parce que on peut facilement tomber dans le panneau d'une certification qui va être des exigences qui viennent des consommateurs du Nord qui disent « moi, je veux pas que mon cacao ait été récolté par des enfants. Je veux que les producteurs de café aient été payés un juste prix pour la tasse de café que j'achète. Je veux pas qu'il y ait des pesticides qui rentrent dans la production, etc. » Donc, si ça devient comme ça des exigences qui vont devenir simplement une exigence supplémentaire sur des acteurs qui ont déjà à la base très peu de pouvoir et on va exercer des pouvoirs supplémentaires sur eux, bien là, on n'est pas en train de rétablir justement ce déséquilibre-là qui, à la base, est celui qu'on tente de changer, hein. Ce qu'on découvre dans les certifications de commerce équitable, c'est qu'il y a certaines certifications, certains labels qui vont en plus développer dans leur façon de faire, dans leur processus, un ensemble de pratiques et d'outils qui vont permettre non seulement d'intégrer ces valeurs-là dans la chaîne, mais de s'assurer qu'elles vont aussi bénéficier ou apporter une plus grande capacité d'action aux producteurs. Par exemple, pas seulement leur exiger qu'ils arrêtent d'utiliser des pesticides, mais plutôt les aider à apprendre à avoir des pratiques d'agriculture plus durables. Et en le faisant, bien, ça va être non seulement mieux pour leur santé, mais ça va aussi leur donner souvent un rendement qui va être plus intéressant. Hein. Les producteurs de café, par exemple, s'ils plantent des arbres, plus d'arbres sur leur lot, dans leur plantation, ça va permettre, dans le fond, aux arbres qui produisent le café, de mieux produire. Hein, parce que quand il y a une certaine quantité d'ombre, par exemple, bien, ça va être bénéfique pour la production de café. Donc, c'est toute une logique où est-ce qu'on ne va pas seulement exiger quelque chose du producteur, mais on va l'outiller pour que ces pratiques en viennent à rencontrer certaines exigences, mais de façon à ce que ce soit bénéfique pour lui aussi. La même chose avec les exigences d'organisation démocratique. On n'est pas juste en train de lui dire « tu dois être organisé de cette façon-là » parce qu'on le souhaite, mais c'est aussi parce qu'il va y avoir un bénéfice pour le producteur. En s'organisant de façon démocratique, ils vont pouvoir décider ensemble de ce qui est mieux pour eux, de la façon d'organiser leur coopérative ou de leur organisation de producteurs. Ils pourront prendre des décisions en fonction du contexte qui est le leur aussi. Si certaines années, par exemple, la production est moins bonne, s'il y a des facteurs environnementaux, par exemple, qui viennent jouer, bien, ils pourront prendre des décisions ensemble, peut-être de réinvestir certaines sommes pour aider les producteurs qui ont subi des conséquences négatives, par exemple, de ces problèmes-là. Donc, il y a quelque chose là d'assez intéressant et au sein de certaines certifications de commerce équitable, et c'est là que c'est intéressant et c'est là que je parle de la balance du pouvoir. Donc, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut redonner du pouvoir à chacun des acteurs dans la chaîne pour qu'il puisse y avoir non seulement un simple échange d'argent contre un produit, mais
qu'il puisse aussi y avoir un échange de connaissances, un échange de façon de faire qui va pouvoir bénéficier, dans le fond, à toutes les parties et qui va pouvoir faire au bout du compte que la relation commerciale va être beaucoup plus intéressante, enrichissante, bénéfique pour les différentes parties, incluant les producteurs. Donc, on ne veut pas que ce soit seulement pour le bénéfice du consommateur, hein, parce que là, on serait juste on veut se donner bonne conscience, mais il y a vraiment, on voit vraiment qu'il y a des effets concrets de capacitation pour les producteurs qui sont à plus long terme et qui vont au-delà de seulement recevoir quelques sous de plus pour chaque livre de café. J'ai l'impression qu'on parle de capacitation des producteurs et des productrices, capacitation des consommateurs et consommatrices, mais j'ai l'impression qu'il y a un autre angle d'attaque qui pourrait être facilement fait de dire on pourrait incapaciter les acteurs du marché parce qu'ils ont beaucoup trop de pouvoir aussi. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui viseraient à ce qu'on incapacite d'une certaine façon par exemple Starbucks ou McDonald's dont on parlait tantôt. Peut-être eux qui ont trop de pouvoir et qu'on devrait les empêcher d'avoir certains outils pour pouvoir faire baisser trop le prix. Donc je me demandais si ça rentrait dans cette dynamique-là. Parce qu'il y a comme quelque chose d'un peu... Je vois facilement quelqu'un qui dirait c'est un peu futile de oui, on va vous aider à vous donner de l'information, mais le mal est fait par le fait qu'il y a une pression de marché qui est tellement forte qu'ils font on n'achète plus ton produit si tu ne me vends pas ce produit-là. Et là, c'est extrêmement problématique. Et il me semble que c'est ça le nœud de la guerre. J'ai l'impression qu'on tourne autour du nœud sans vraiment s'attaquer au nœud. Mais ce qui est intéressant, en fait, encore là, avec le commerce équitable, plusieurs certifications de commerce équitable vont demander à ce qu'il y ait une relation à long terme qui soit établie avec les producteurs. Donc, encore là, quand on revient aux standards, dans les cahiers de charges, dans les critères qui sont exigés par une certification, mais là, c'est intéressant parce que quand on regarde de plus près, il y a des pratiques comme ça qui sont valorisées et on n'est pas seulement d'essayer d'interdire des pratiques qu'on juge inacceptables, mais on est aussi en train d'intégrer des pratiques qui vont permettre justement des relations commerciales qui vont être au final plus équitables, pas juste parce qu'on donne un meilleur prix, mais aussi parce qu'on est en train de travailler sur la redistribution du pouvoir. Donc, on va demander des relations à long terme. Dans certains cas, on va demander, par exemple, qu'un prépaiement puisse être donné aussi, donc pour que les producteurs puissent être assurés de leurs revenus et puissent l'utiliser aussi, des fois, pour justement récolter leurs produits plutôt que de le recevoir seulement une fois que le produit est fait. Et dans les réseaux de commerce équitable, on voit souvent plusieurs acteurs sont certifiés équitables. Ce ne sont pas que des producteurs, hein. On va voir des acheteurs et des distributeurs. Et dans ce cas-là, plusieurs vont être organisés justement soit en coopérative ou en organisme à but non lucratif, par exemple, pour éviter ce genre d'écart de pouvoir-là. Donc, on est en train d'essayer d'établir des relations entre des acteurs qui vont être capables de parler beaucoup plus d'égal à égal plutôt qu'avec une grande multinationale. Certaines approches de commerce équitable, certaines certifications vont inclure cette dimension-là que tu mentionnes. C'est-à-dire, on va mettre, dans certains cas, des limites sur la grosseur du producteur, par exemple. Donc, dans certains cas, il n'y a que les petits producteurs qui vont pouvoir être certifiés ou en tout cas d'une taille qui est relativement petite, alors que dans certaines autres approches, il y a cette possibilité-là, donc pour des grands producteurs ou des grandes entreprises, d'être certifiés en fonction des normes de commerce équitable. Donc là aussi, il est important d'aller voir quelles sont les différences entre les exigences. Le label Fair Trade, par exemple, va permettre à des grands producteurs d'être certifiés, hein, mais à ce moment-là, ce ne sont pas les mêmes règles qui vont s'appliquer que pour des petits producteurs. Donc, ils vont avoir des cahiers de charges qui vont être différents pour les petits producteurs versus pour les grandes entreprises, les grandes plantations, par exemple, de thé ou de café. Où là, dans le fond, ce qu'on va mettre en place, ce sont des critères pour s'assurer que les employés vont être traités de façon correcte.
Donc là, on va parler d'employés plutôt que de producteurs. Mais quand on va regarder le cahier de charge donc qui s'applique aux petits producteurs, bien là, on va définir, en fait, chaque standard là, va définir qu'est-ce qu'il veut dire exactement par petit producteur. En général, on doit avoir une superficie maximale sur laquelle qu'on cultive. On ne doit pas engager plus qu'un certain nombre de personnes pour travailler avec nous. Souvent, ça va être en fait des gens de la famille là, qui vont travailler avec les producteurs. Donc, on fait cette distinction-là dans le label. Mais il est vrai que pour le consommateur, quand il regarde le label, il ne sait pas si ça vient d'un petit producteur ou d'un grand producteur d'une grande plantation. À l'inverse, d'autres certifications vont être exclusivement axé sur les petits producteurs. C'est le cas de le label qu'on appelle SPP, Símbolo de Pequeños Productores, qui est un label qui a justement émergé dans la foulée, justement, de la certification aux grands producteurs. Donc, de petits producteurs d'Amérique latine se sont regroupés. En fait, ils ressentaient une insatisfaction au fait qu'on pouvait de plus en plus certifier des grands producteurs ou des grandes plantations. Pour eux, ça ne correspondait pas à leur définition de ce qu'on appelle du commerce équitable. Pour eux, les produits ou les services du commerce équitable devaient être produits par des petits producteurs. Et donc, autour des années 2010, ils ont commencé des démarches pour mettre en place leur propre certification qui s'appelle maintenant donc la certification SPP, qui ne dit pas commerce équitable, mais qui, dans ses exigences, en fait, rejoint la plupart des exigences du commerce équitable et vont, à plusieurs égards, beaucoup plus loin. Donc, notamment au niveau de l'organisation démocratique des producteurs. Les prix exigés aussi sont un peu plus élevés. Au niveau environnemental, on a quelques exigences de plus aussi. Donc, ce sont vraiment des petits producteurs qui se sont regroupés pour se donner leur propre label de commerce équitable. Donc là, c'est intéressant quand on parle justement d'enjeux de pouvoir, parce qu'on voit que dans certains cas, comme celui-là, par exemple, ben là, il y a vraiment un empowerment ou une capacitation des producteurs là, qui ont un plus grand pouvoir d'agir à travers ça parce que ce sont vraiment eux qui ont mis en place les exigences de leur label. Ce sont eux qui se rencontrent annuellement pour décider comment ils veulent faire évoluer ces règles-là. Donc, ce sont eux qui décident des règles du jeu et qui vont, dans le fond, gagner une place beaucoup plus grande dans la relation avec leurs acheteurs et les consommateurs, en fait, qui viennent acheter leurs produits. Donc, SPP serait probablement une des très bonnes certifications. Est-ce que c'est est-ce que je comprends bien? Pour moi, comme chercheur, je ne veux pas me positionner comme disant qu'il y a une certification qui est meilleure que l'autre. Je pense que, ultimement, c'est les consommateurs qui doivent eux aussi exercer leur pouvoir de réfléchir, pouvoir d'agir, de s'informer et qui doivent essayer de voir qu'est-ce qui est important pour eux. Moi, ce que j'essaie de mettre de l'avant, c'est que j'essaie de voir dans les différentes certifications quels sont les effets capacitants, quelles conditions ou quelles pratiques on peut mettre en place pour justement favoriser cette capacitation-là. Et évidemment, quand je regarde le cas du SPP, mais là, on voit qu'à cet égard-là, au niveau de la participation à la gestion du label et de ses exigences, mais là, à ce moment-là, on voit une participation particulièrement grande des petits producteurs, un empowerment particulièrement grand. Mais, ceci dit, ça ne veut pas dire que les autres certifications ne sont pas intéressantes et je pense qu'il faut considérer tous les aspects des certifications et là, on peut regarder justement à différents égards. Je mentionnais tout à l'heure, comment se passe le processus d'audit? Comment est-ce qu'on met à jour les exigences? Dans le cas du label Fairtrade, par exemple, devant cette insatisfaction-là où on voyait que peut-être que les petits producteurs sentaient qu'ils n'avaient pas suffisamment de place dans la gouvernance de cette certification-là, on a redonné plus de place aux petits producteurs qui ont maintenant la moitié des représentations au comité de gouvernance là, qui gouverne, dans le fond, la certification Fairtrade. Donc, il faut, je pense, dans le cas de chaque certification, aller regarder, dans le fond, qu'est-ce qui est proposé et essayer de comprendre quels en sont les effets. Et moi, comme chercheur, c'est vraiment à ça que je m'intéresse. Donc, de mon point de vue, je pense que chaque certification a des aspects très intéressants et peut avoir des effets capacitants. Et je pense qu'il faut aller les regarder. Donc, la certification SPP, évidemment, est très intéressante, mais les autres le sont aussi.
chacune va mettre de l'avant ou va mettre l'accent sur certains aspects plus que d'autres. Et c'est à ça que le consommateur doit aussi s'attarder. De la même façon, par exemple, si on regarde le label du WFTO, le World Fair Trade Organization, dans leur cas, par exemple, vont proposer une certification non pas de produit, mais d'organisation. Ce qui veut dire que les acheteurs peuvent être certifiés, peuvent avoir le label du WFTO. Donc, mais dans ce cas-là, ce sera des acheteurs, justement, qui vont avoir une taille qui n'est pas énorme, donc qui ne seront pas des multinationales, qui vont s'assurer d'avoir des relations à long terme avec les producteurs desquels ils vont acheter, par exemple. Donc, on vient aussi imposer certaines exigences aux acheteurs pour s'assurer, justement, qu'ils ne vont pas exercer un pouvoir démesuré sur les producteurs, sur les artisans, par exemple, les producteurs, productrices et les artisans. Mais moi, en tant que consommateur qui n'est pas chercheur là-dedans, je me disais, j'aimerais ça payer beaucoup plus cher mes produits, mais que j'ai pas à passer quelques heures à chaque fois pour vérifier au niveau de la santé, au niveau du fair trade. On dirait que je voulais me déresponsabiliser d'une certaine façon, mais pour pouvoir mettre mon énergie ailleurs, parce que je trouve que si ce travail-là peut être fait de façon claire, en amont, et que j'ai pas besoin de le faire, je pense que tout le monde y est gagnant, parce que quand on make the next step easy, quand on fait la prochaine étape est facile, ben les gens agissent déjà plus facilement, là. Donc, comme par exemple faire du compost, quand tu fais juste mettre ta poubelle de compost sur le bord de la route, les gens vont composter, sinon les gens le font pas. Donc, j'ai l'impression que les effets sont super importants et je comprends qu'il faut que je me responsabilise en tant que consommateur, mais j'ai l'impression que j'aimerais mieux mettre mon énergie ailleurs et de juste dire, ben, ma responsabilisation, ça va être de payer plus cher et d'avoir un sentiment d'assurance que je fais la bonne chose. Bon, il y a des chercheurs qui font de la recherche là-dessus, mais il y a aussi des organisations. Je vous parlais tout à l'heure de Commerce Équitable France qui a construit un guide, en fait, sur les différentes certifications. Ici, au Québec, on a l'Association québécoise du commerce équitable qui va aussi soutenir ou en tout cas qui va favoriser ou qui va recommander certaines certifications de commerce équitable, qui vont nous donner un certain nombre de certifications qu'ils vont considérer comme étant de bonnes certifications de commerce équitable. Donc, je pense que ces ONG-là visent à faire ce travail-là, justement, pour faire un petit peu des distinctions entre les différentes certifications. Donc, je pense que ce travail-là, justement, c'est un travail de communication que autant les labels tendent à faire que des ONG aussi qui vont nous aider à faire la différence. Donc, je pense qu'en tant que consommateur, on peut raisonnablement dire, ben, on prend connaissance de ça. À partir du moment où on identifie que certaines certifications de commerce équitable nous semblent plus intéressantes que d'autres, à ce moment-là, une fois qu'on a fait cette réflexion-là, ben, ce sont ces certifications-là, ces labels-là qu'on va rechercher dans les produits. Donc, on n'a pas nécessairement besoin de refaire. Et c'est un peu ça le but de ces certifications-là. À partir du moment où on juge que la certification, elle est valable, elle a de la crédibilité et de la valeur à nos yeux, ben à ce moment-là, on va pouvoir le rechercher. Donc, je pense que cet effort-là doit être fait de façon périodique, là, juste pour s'assurer qu'on connaît les certifications qui sont sur nos produits et on sait ce qu'elles veulent dire. Et là, ben, soit des recherches là-dessus ou les ONG qui travaillent dans le commerce équitable pourront nous donner des informations là-dessus. Et après ça, on sait qu'on peut s'y fier. Il y a même des organisations qui proposent aux consommateurs d'aller faire des voyages de découverte des producteurs, par exemple, qui vont faire du commerce équitable. Donc là, certains consommateurs pourraient aller encore là beaucoup plus loin. Donc, je pense qu'il y a différents niveaux d'implication, mais évidemment, à partir du moment où on entre dans ce processus-là, ben c'est sûr que c'est pas le rôle du consommateur passif, parce que je pense que derrière ces démarches-là, il y a aussi une démarche d'éducation, une démarche de prise de conscience de certains enjeux et ultimement, ça fait partie d'un processus de démocratisation de notre économie. Moi, je voulais un Walmart équitable, c'est tout. Je voulais pas me poser de questions, me dire je peux juste me pointer là et je sais que j'ai le maximum d'équité avec les personnes qui peuvent... C'est mon fantasme. Mais évidemment, ben
si on entre dans un processus, le processus éthique, malheureusement ou heureusement, On peut pas faire ça, hein. est un peu plus exigeant que ça et va ouvrir justement sur cette réflexion-là, sur ces interactions-là qu'on a, nous amène à se poser ce genre de questions-là. Puis je pense qu'à partir du moment où on commence à regarder ça aussi, hein, on devient plus informé, on devient plus curieux et tranquillement, on va aller chercher ce genre d'informations-là. Mais il y a différentes façons d'aller chercher l'information aussi, là. Ça peut être par des documentaires. C'est pas nécessaire toujours de lire des recherches universitaires compliquées. Ou on peut juste écouter un podcast. Ça peut être fait aussi. Effectivement. C'est sûr que dans un monde idéal aussi, hein, tu serais capable d'aller t'asseoir avec le producteur de café avant de boire ton café. C'est un peu exigeant quand on va faire l'épicerie, là, s'il fallait s'asseoir avec chacun des producteurs. Ça pourrait être agréable, ceci dit, hein, d'aller au Costa Rica, au Guatemala avant de prendre le café. Ça se fait beaucoup quand les gens vont au marché. Là. Il y a des endroits où il y a encore des marchés. Dans le fond, c'est ça. Tu es en contact. Bon, c'est pas nécessairement le producteur, mais... Mm-hmm. Mais c'est dans ce sens-là aussi que si on regarde les démarches de commerce équitable, certains labels, justement, vont permettre aux distributeurs ou aux acheteurs d'obtenir un label. Et donc là, c'est intéressant parce qu'on sait que celui qu'on rencontre, c'est qui, en général? C'est le distributeur. Hein? C'est celui qui a acheté. Donc, c'est lui qui a fait le travail pour nous. Hein? Et à partir du moment où il a son label, ben là, on peut dire, OK, ben lui, il rencontre ces exigences-là. Donc, dans le cas du commerce équitable, ben, ça veut dire de connaître les différences entre les principaux labels pour savoir qu'est-ce que ça veut dire exactement quand quelqu'un a ce label-là. On peut leur poser ces questions-là aussi. Favoriser le plus d'interactions possible et de donner une voix à chaque acteur qui participe à cette chaîne-là, autant le consommateur qui pose sa question que le distributeur qui a la chance aussi d'expliquer comment il choisit ses producteurs. Et quand on va le voir, le producteur, ils ont une fierté énorme de pouvoir nous montrer comment ils travaillent, comment ils ont amélioré leurs pratiques, comment ils sentent que, par exemple, en utilisant moins de pesticides, parce que ça fait partie aussi des certifications de commerce équitable, bien, comment ils sentent que ça amène des bienfaits pour leur communauté, leurs enfants, etc. Ils nous expliquent comment ils ont réussi, par exemple, avec une technique de séchage plus efficace, hein, que leurs coop ont développé des meilleurs séchoirs, bien, comment à ce moment-là, ils ont un meilleur rendement, comment ils ont amélioré la qualité aussi de leurs produits en travaillant directement avec leurs acheteurs, hein, qui sont venus travailler avec eux pour dire, ben, nos consommateurs aiment tel genre de goût. Si vous le faites sécher de telle façon ou si vous le torréfiez de telle façon, ça va mieux correspondre, par exemple, au goût, aux standards de qualité que nos consommateurs recherchent. Et plusieurs de ces producteurs-là sont maintenant partis de la troisième vague de café, c'est-à-dire ils offrent des cafés de troisième vague qui sont d'une qualité particulièrement élevée, hein, pour répondre justement à la demande des consommateurs qui sont prêts à payer plus, mais pour des produits qui vont répondre à des standards de qualité plus élevés et des exigences sur le plan humain et environnemental plus élevées aussi. Donc, c'est intéressant de voir cet effet-là. On le voit aussi au niveau technique, ce niveau ce mouvement de capacitation-là qui se fait. On dirait qu'il semble se mélanger, les différentes certifications. On dirait qu'ils en viennent à dire, ben, si vous faites un produit qui a moins de pesticides, donc qui est meilleur pour la santé, on va pouvoir plus en acheter, donc on va pouvoir peut-être plus vous payer. Donc, il y a une espèce de mélange entre tout ça là, qui est fait que l'un aide l'autre. Mais ce qui est intéressant encore là, quand on regarde les certifications de commerce équitable, c'est qu'ils vont inclure différents types de critères. Donc, ils vont avoir des critères en termes de prix. Pour le café, on va fixer un prix minimum qui doit être payé aux producteurs. On va fixer des critères de gouvernance. Donc, comment est-ce que les organisations de producteurs doivent être organisées pour que ce soit considéré comme étant du commerce équitable, donc souvent une organisation démocratique ou en tout cas en association où est-ce que les membres peuvent participer à la gestion. Et il va y avoir aussi des critères environnementaux. Ceux-là ne sont pas les principaux critères de ces certifications-là, mais en général, on va du moins inciter
à faire une production qui va être plus écologique, qui va utiliser moins de pesticides. Ceci dit, ce qui est intéressant avec ces mouvements de certification-là, c'est que les producteurs vont souvent cumuler les certifications. Donc, ils vont aller chercher une certification biologique pour venir complémenter leur certification de commerce équitable. À ce moment-là, ils vont pouvoir aller chercher une double prime parce que le fait d'avoir un café certifié biologique leur donne un meilleur prix et le fait d'être sous condition de commerce équitable leur donne un meilleur prix aussi. Donc, en combinant les deux, là, ça devient vraiment intéressant pour eux. Et donc là, il y a un effet capacitant très grand aussi parce qu'ils améliorent leurs pratiques au niveau environnemental, au niveau de la gouvernance et au bout du compte, ben, ils sont capables d'aller chercher un revenu qui est un peu plus intéressant pour eux. On a parlé d'aller voir le producteur et j'ai entendu votre accent en espagnol. J'imagine que t'es allé voir des différents producteurs parce que ton accent était trop bon. Là. J'imagine qu'il y avait quelque chose. Pour la première recherche que j'ai faite, j'ai rencontré des acteurs du commerce équitable, beaucoup de producteurs, productrices au Guatemala. Donc, je suis allée visiter des producteurs qui travaillaient avec différentes certifications aussi pour essayer de comprendre les différences, les effets aussi que ça pouvait avoir. Et c'est là que j'ai pu constater que sans avoir fait une recherche qui avait un échantillon suffisamment grand pour pouvoir, évidemment, généraliser à toute la population, mais j'ai quand même vu dans les cas que des personnes que j'ai rencontrées, j'ai vu définitivement des effets capacitants intéressants au niveau du commerce équitable. À certains égards, à d'autres égards, moins selon les cas. Donc, c'était intéressant de voir, en fait, qu'il pouvait, selon certaines conditions, y avoir cet effet capacitant-là. Donc, ça m'a permis de voir, entre autres, par exemple, des productrices de café, femmes autochtones, qui étaient capables de prendre leur place et qui disaient qu'elles-mêmes, elles cultivaient leur propre lot de café et qu'elles prenaient part aux décisions de leur coopérative parce qu'on est en 2018-2019 et que c'est maintenant, les femmes peuvent avoir une place. C'est des choses qu'on n'aurait pas nécessairement vues il y a 2 décennies, là. Donc, on voit vraiment des effets de capacitation, mais effectivement, il faut aller sur le terrain pour le voir, il faut pouvoir entrer en contact avec eux, il faut pouvoir leur parler pour vraiment sentir, parce que la question, c'est pas simplement qu'un organisme certificateur nous dise « Ah, voici nos standards, voici les standards que rencontrent les cafés que nous vous vendons. » Donc ça, c'est un discours, c'est une promesse qui n'est pas inintéressante, mais en tant que chercheur, je pense qu'il faut qu'on aille voir justement, est-ce que les premiers concernés, qui sont les producteurs, dans ce cas-ci, les productrices, est-ce que eux aussi sentent cet effet-là? Hein? Est-ce qu'ils sentent qu'il y a un effet bénéfique pour eux? Pas seulement au niveau économique. Et c'est ça qu'on constate quand on va discuter avec eux. C'est ce que j'ai pu voir, des femmes, par exemple, qui disaient, maintenant que je gagne un revenu, que j'apporte à ma famille, je peux participer aux décisions de mon foyer, par exemple, mais aussi, donc, une plus grande participation aux décisions, aux façons d'organiser la communauté à laquelle ils prennent part. Donc là, on voyait vraiment, même à certains égards, une forme de capacitation politique, ce qui est drôlement intéressant. Et c'est qui paie ces certifications-là? Parce que on disait que les petits producteurs vont chercher différentes certifications, mais est-ce que c'est ces personnes-là qui déboursent pour avoir cette certification-là? Et là, ça me semble poser problème pour les personnes qui sont en bas de la hiérarchie, qui ont le plus de difficultés. On dirait qu'il pourrait peut-être que... En tout cas, j'imagine qu'il n'y aura peut-être même pas la possibilité d'aller chercher pour pouvoir se sortir. Mais il faut comprendre que ce ne sont pas des petits producteurs seuls qui vont chercher les certifications, mais sont organisés, soit des coopératives, des associations, tout ça. Donc, ce sont des organisations. Donc, ils doivent se regrouper ensemble pour pouvoir aller faire cette démarche-là. Ils peuvent aller chercher de l'aide pour le faire. Et oui, ils doivent payer pour obtenir les certifications. Plusieurs labels, en fait, vont moduler le prix en fonction de la grosseur et des revenus des producteurs. Donc, évidemment, des petites organisations de producteurs qui ont peu de revenus vont payer moins, par exemple, qu'une grande plantation qui irait chercher un label Fairtrade parce qu'ils ont droit avec le label Fairtrade pour les grands producteurs. Donc, le prix va être modulé en fonction de ça. Et dans certains cas, certaines organisations de petits producteurs se font accompagner, parfois par exemple par des ONG ou des fondations qui sont là pour aider ces petits producteurs-là qui sont plus défavorisés à pouvoir
rejoindre ces réseaux-là. Donc, on voit toute une catégorie d'acteurs périphériques qui gravitent, en fait, autour des producteurs et des organisations de commerce équitable et qui viennent appuyer ce genre de démarche-là, là, que ce soit par leur mission ou parce que, bon, il y a des investisseurs aussi qui viennent, des investisseurs qu'on appelle des investisseurs d'impact, qui veulent investir dans ce genre de projet-là et qui viennent donc les supporter pour qu'ils puissent obtenir ce genre de certification-là. Et est-ce que les certifications entre elles, ils se connaissent? Est-ce qu'ils discutent? Est-ce qu'ils se rencontrent? Est-ce qu'ils se font de la compétition? Est-ce qu'ils s'aiment pas? Comment ça se passe, les relations de ces différents acteurs-là qui veulent la même chose, en fait, d'une certaine façon, mais qui, en même temps, veulent leur part du gâteau? Ils veulent la même chose, mais en même temps, ils proposent quand même chacune des démarches différentes. C'est intéressant. Certaines de ces certifications-là travaillent relativement bien ensemble. En fait, on voit des regroupements. On voit entre autres Fairtrade et la World Fair Trade Organization qui, ensemble, se sont regroupés pour faire la Charte internationale du commerce équitable. Ils ont aussi un organisme, une organisation qui fait ce qu'on appelle du advocacy. Défense de droit. Oui, exactement. Et donc, pour faire avancer les politiques publiques, pour pouvoir appuyer le commerce équitable. Donc, ils sont partenaires dans la mise sur pied ou de cette organisation-là. Donc, une organisation qui est basée à Bruxelles et qui s'appelle le Fair Trade Advocacy Office. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a comme ça des alliances qui se font. On voit aussi, chacune de ces organisations-là font régulièrement des sommets annuels ou des congrès. Ils vont s'inviter. Il va y avoir des intervenants de différents réseaux qui vont participer. Donc, il y a une assez grande fraternité, je dirais, entre ces certifications-là qui se considèrent comme des certifications de commerce équitable. Maintenant, il peut y avoir une certaine rivalité avec d'autres certifications qui ne sont pas des certifications de commerce équitable à proprement parler, mais qui viennent jouer un petit peu dans les mêmes terrains, mais en offrant des exigences qui sont différentes. Je vous parlais tout à l'heure de la Rainforest Alliance, par exemple, qui sont des certifications qui sont un peu plus récentes, qui sont arrivées sur le marché, qui vont en général certifier des plus gros joueurs, mais avec des exigences qui vont être différentes, sans nécessairement mettre un prix minimum, par exemple, mais qui vont, eux, dans leur cas, ils vont avoir certains standards environnementaux qui vont être intéressants, donc qui vont permettre de se certifier avec eux, parce qu'évidemment, McDo ne pourrait pas aller chercher une certification SPP, parce que ce n'est pas une petite organisation. Donc c'est intéressant là, de voir cette dynamique-là, mais évidemment, on est dans un champ où est-ce que chacune de ces démarches essaie de tirer son épingle du jeu. Mais je pense que l'intérêt, c'est que ce ne sont pas des certifications qui sont exclusives. Donc, l'intérêt, c'est que les producteurs peuvent les cumuler. Et je pense qu'il faut toujours garder en tête l'intérêt, justement, des petits producteurs dans ce jeu-là, hein, et de voir que, à l'heure actuelle, en fait, ils peuvent cumuler différentes certifications et ça leur permet d'aller chercher ou d'agrandir leur bassin ou leur marché, donc d'attirer plusieurs acheteurs en fonction des exigences de ces acheteurs-là. On a parlé beaucoup de certification et là, on parle de certification équitable. Qu'est-ce que ça veut dire équitable? Si on revient aux distinctions que j'ai faites auparavant, on peut essayer justement de définir qu'est-ce qui est équitable, hein, de le fixer dans des règles et des normes et de dire, voici ce que c'est, puis chaque acteur doit s'y conformer. Mais je pense que ce qu'on voit en regardant un petit peu les processus sur lesquels reposent les certifications de commerce équitable, c'est qu'on veut aussi élargir un petit peu cette définition-là, hein, de ne pas juste limiter ça à un prix équitable, c'est tel montant pour la livre de café, par exemple, mais plutôt faire en sorte que l'équité puisse être définie par les acteurs qui font partie de ces réseaux-là. Autant les consommateurs que les producteurs, que les acheteurs, que les distributeurs. Et c'est dans cette logique-là qu'on va parler justement de l'importance de la capacitation des différents acteurs pour qu'ils puissent participer au maximum à définir ce que ce serait des termes d'une relation équitable. J'avais une question, étant donné que tu es une chercheuse qui fait du terrain. Est-ce qu'il y a un exemple qui t'a particulièrement marqué au courant de tes recherches? Oui, il y en a. En fait,
C'est ce qui est très intéressant quand on peut vraiment parler avec les producteurs, avec les acteurs impliqués pour voir quelles sont les conséquences concrètes, parce qu'encore là, on sort d'un simple discours, d'un site Internet, d'une certification équitable qui nous dit, ben voici ce qu'on fait et tout ça, mais on peut vraiment aller voir ce qu'en pensent véritablement les personnes concernées. Pour moi, ça a été vraiment, ce qui m'a fasciné, c'était vraiment de voir des gens, des producteurs qui avaient énormément de fierté de pouvoir me parler de leurs pratiques, comment ils avaient justement réussi à améliorer leurs pratiques, comment ils prenaient soin justement de leur plan de café, par exemple, comment ils arrivaient à produire un café de qualité. Pour moi, là, il y avait quelque chose de vraiment bien. Et deux autres exemples, en fait, mais je pense que je les ai déjà mentionnés. Quand j'entends des femmes guatémaltèques qui, de façon historique, ont été très peu reconnues, très peu entendues dans leur société et qui disent, ben maintenant, je prends part, par exemple, aux décisions de ma coopérative, je produis mon café, ou maintenant, ma fille va à l'université parce que maintenant que j'ai un revenu intéressant que j'apporte à notre famille, ben mon mari doit m'écouter, et même si a priori il ne voyait pas l'utilité d'envoyer notre fille à l'université, ben pour moi c'était important, et aujourd'hui notre fille a commencé l'université. Alors pour moi, ces exemples-là, je trouve ça assez intéressant. Et je pense qu'on voit à travers ça un effet de capacitation. Je pense en train de dire que c'est toujours le cas et que c'est parfait. Je pense qu'il y a certainement encore beaucoup de choses à faire, mais je pense que c'est en travaillant justement sur qu'est-ce qui a permis justement de permettre à ces femmes-là, par exemple, d'arriver où est-ce qu'elles en sont là. Qu'est-ce qui a permis, à travers justement les démarches de commerce équitable, ben, d'essayer d'identifier quels sont ces facteurs-là pour être capable de les reproduire et de les favoriser pour justement que ce genre d'effet-là soit plus fréquent, qu'on en voit de plus en plus ou qu'on puisse atteindre ce genre d'effet-là. Et en guise de conclusion, comme la plupart des gens qui vont écouter le podcast sont des personnes qui vont être des acheteurs et non des producteurs, mais peut-être qu'il va y avoir des producteurs également, qu'est-ce qu'on peut retenir en tant qu'acheteur? Juste sur la question, justement, du fait que les auditeurs seront-ils des producteurs, peut-être juste mentionner que le commerce équitable Nord-Nord commence à se développer. Et donc, on voit de façon croissante, en fait, des producteurs du Nord. On le voit en France, entre autres. C'est un mouvement qui se développe de plus en plus, où est-ce qu'on voit des producteurs, justement, du Nord qui veulent joindre, justement, le réseau du commerce équitable. Et ça aussi, ça va avoir un effet, justement, sur les façons de fonctionner, les dynamiques. Ce sera intéressant de voir au cours des prochaines années comment le commerce équitable va se développer dans ce sens-là. Mais peut-être pour les consommateurs, je pense que ce qui est à retenir, c'est que, et peut-être à ta grande déception qui voulait ne pas avoir à te poser trop de questions quand tu achètes, je pense que ce genre de démarche-là est vraiment une invitation pour que les consommateurs se posent des questions, essaient d'entrer en interaction avec les produits qu'ils achètent et prennent connaissance aussi du contexte dans lequel c'est produit. Je pense qu'il y a un côté très pédagogique à cette chose-là et démocratique aussi, dans le sens où ça nous permet aussi d'avoir une prise un petit peu plus grande sur ce qu'on fait, sur nos activités, et dans le fond, faire en sorte que la consommation, qui reste une de nos activités quand même importante, ne soit pas qu'un simple acte économique, mais qu'on soit capable aussi de mettre en lumière ou de comprendre la dimension humaine qu'il y a derrière cette activité-là. Je pense que si ça peut permettre ça, il n'y a aucune démarche, je pense, qui est parfaite. Donc, je pense qu'à partir du moment où on reconnaît qu'il y a une certaine démarche qui est faite, qu'on essaie de voir quels sont ses paramètres, puis on identifie certaines démarches intéressantes qui sont en lien avec certains labels. Là, ça nous permet justement peut-être d'identifier, de cibler un petit peu plus et d'encourager le genre de démarche qu'on trouve intéressante et qu'on voudrait voir justement se développer. Merci beaucoup, Madame Marchildon, d'avoir expliqué et clarifié la complexité autour des certifications. Merci éthiques. À vous pour cet intérêt et cette curiosité.